Bon, je vais certainement aller très très vite sur certains slides parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qu'il faut gagner du temps. Donc on regardera un peu le contexte et ces différents points au cours de la présentation. Je ne vais pas les détailler maintenant. La vision, c'est que le power to gas, donc qui consiste à produire donc des gaz, hydrogène, méthane de synthèse, voire d'autres hydrocarbures de synthèse, devrait devenir une réalité sur le marché à l'horizon de 5 à 10 ans. Et ça, à travers la modification de la structure même de la production, et notamment l'introduction de l'intermittence de la production d'électricité, des ENR, j'ajoute à faible coût marginal, et l'arrivée à maturité de nouvelles générations d'électrolyseurs. Alors, je ne reviens pas sur le contexte parce que finalement, on en a largement débattu. Simplement, un petit zoom. Bon, pour gérer cette complexité nouvelle donc de l'équilibre de l'offre et de la demande, on pense bien entendu à contrôler, à maîtriser la demande, donner plus de flexibilité à la production. Il y a aussi une autre façon, c'est faire du stockage, comme ça vient d'être dit. C'est à la fois des consommateurs flexibles et des producteurs flexibles. Et on peut apparaître une génération de nouvelles activités qui sont des consommateurs opportunistes, flexibles d'électricité qui vont tirer parti des séquences de prix bas sur les marchés. On a évoqué l'eau chaude, c'était un peu le cas. Dans le passé, c'était l'électrométallurgie. Demain, ça a été également l'aluminium dans certains pays. Demain, la production de manière opportuniste d'hydrocarbures de synthèse, hydrogène, méthane ou autre, peut devenir un nouveau type de consommateur. C'est important parce qu'on se préoccupe souvent de savoir comment on va couvrir le pic de demande face à un déficit de production. Si on veut développer les ENR, il faut aussi se préoccuper de savoir quel débouché offrir aux ENR lorsqu'on a des surproductions. Alors, bien entendu, tout ça, ça devra se faire dans le respect des contraintes de réduction de CO2. Je ne vais pas détailler, sauf le dernier point, parce que si la question vient, je pourrais vous expliquer pourquoi le power to gas, par un jeu d'échange entre du carbone stocké et du carbone non extrait, a le même bilan que le CCS. Alors, quand on parle d'intermittence, il faut quand même savoir de quoi on parle. L'intermittence, finalement, nous, on le définit comme le produit de la variabilité connue par l'incertitude corrigée de la flexibilité. Et il est clair que l'ensemble de ces sources d'intermittence, au regard de la variabilité connue au sens de programmable ou anticipable, etc., de l'incertitude et de la flexibilité, ne sont pas tous égales. Je ne vais pas le détailler, vous pourrez, actuellement, on pourra en discuter plus tard. Quand on parle de power to gas, effectivement, et de stockage d'énergie, voire d'électricité, je crois que c'est important de rappeler que, en gros, comme le disait un petit peu Marion, dites-moi ce que vous voulez faire de votre stockage et je vous dirai quelle batterie ou quel système dont vous avez besoin. Mais commencez par me dire ce que vous voulez faire et je vous dirai ce dont vous avez besoin. Et en fait, il y a 3 paramètres qui, globalement, caractérisent un stockage. Globalement, la quantité d'énergie que vous voulez stocker. Deuxièmement, le temps pendant lequel vous voulez stocker et la puissance dont vous avez besoin. En général, quand vous avez fixé 2 paramètres, le troisième est automatiquement fixé. Alors, sur les petites quantités d'énergie, enfin petites, jusque quelques mégawattheures, sur des temps de restitution jusqu'à quelques minutes, quelques heures, on est largement dans le royaume des batteries. Lorsqu'on commence à vouloir stocker de très grandes quantités d'énergie sur des périodes très longues, on va retrouver bien entendu le pompage, donc appelé STEP en France, les KS, les Compressed Air Energy Storage, qui ont été rapidement évoqués. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'hydrogène ou de méthane de synthèse, en fait, c'est probablement le système de stockage qui couvre le plus largement le domaine, je dirais, d'application du stockage. On peut aller à des petits systèmes qui assurent la sécurité d'installations stratégiques, à des stockages massifs sur de longues périodes. Alors, le power to gas, qu'est-ce qu'il vise aussi? Il vise à créer des synergies entre les systèmes énergétiques, électriques, gaziers, demain peut-être un futur système CO2, et à travers ces synergies, tirer parti des avantages de l'un ou l'autre des systèmes et en les transférant à travers ces passerelles. Alors bien sûr, entre le gaz et l'électricité, on avait une passerelle historique qui s'appelle le gas to power, c'est toutes les centrales gaz. Le power to gas vise à développer des passerelles du système électrique vers le système gazier. Alors, soit j'ai du CO2 ou j'ai pas de CO2. Si j'ai pas de CO2, je fais de l'hydrogène. Si j'ai du CO2, on va voir, j'ai intérêt à faire du méthane. Alors, le power to gas, ça s'inscrit ici aussi dans une logique de développer, en gros, des gaz verts. Parce que si cet hydrogène est produit à partir d'électricité renouvelable décarbonée et ensuite
automatiquement, c'est un gaz plus vert que le gaz fossile. Si en plus, je fais du méthane par hydrogénation du CO2, mais supposons que ce CO2 vienne par exemple de la méthanation de la biomasse et le caractère renouvelable, immédiatement, ce CO2 devient ce méthane devient du méthane renouvelable. Ça peut être autre chose que du méthane, mais voilà. Alors, ce qui est important, c'est bien comprendre quelle est la philosophie du power to gas. C'est tirer parti des séquences de prix bas d'électricité sur les marchés, engendrées par des surproductions intermittentes d'électricité à faible coût marginal pour produire des gaz combustibles, hydrogène ou méthane, facilement stockables et transportables dans les infrastructures existantes de gaz naturel. Et ça avec 4 avantages majeurs. C'est aujourd'hui la seule technologie de stockage qui permet de stocker de très grandes quantités d'énergie sur de très longues périodes. Et quand je parle de longues périodes, je parle de plusieurs mois. Une batterie, c'est quelques heures. Un step, c'est 12 heures, 24 heures, 48 heures peut-être dans les plus grands. On ne va jamais au-delà. C'est la possibilité de transporter de l'énergie. Parce que quand vous avez un stockage d'électricité, que ce soit une batterie ou un step, vous ne pouvez réinjecter l'électricité qu'au point où vous l'avez soutirée. Sauf à utiliser le réseau, bien sûr. Troisième accès, c'est un accès étendu. Et c'est pour ça que je dirais immédiatement après que le power to gas n'est pas un stockage d'électricité. Et comme je l'ai sous-entendu, c'est un consommateur flexible d'électricité. C'est que quand vous avez fait du gaz, vous n'êtes pas obligé de refaire de l'électricité. Vous avez accès à tout le marché du gaz, dont la production d'électricité n'est qu'un segment. Et donc vous revenez sur ce marché-là de manière opportuniste, si c'est le plus rémunérateur à ce moment-là. Et puis enfin, ce n'est pas le moindre avantage que de pouvoir utiliser des infrastructures existantes, développées depuis 50 ans, largement amorties, et puis finalement, pas forcément beaucoup moins cher qu'un réseau électrique, mais peut-être plus facile à construire. Voilà. Donc, antérieur à ce titre, si on prenait le cas de l'Allemagne, qui a à peu près 2 TWh de capacité de stockage d'électricité sous forme de steppe dans le sud, si on mettait à profit les infrastructures existantes de transport, de stockage souterrain de gaz naturel, c'est environ 100 TWh d'équivalent électrique qu'on a immédiatement disponible. Voilà. Alors bien sûr, là on a comparé les avantages du power to gas avec le stockage. Le principal handicap du power to gas dans l'hypothèse d'un stockage d'électricité, c'est le rendement de la chaîne complète, power to gas to power, parce que si on a un rendement relativement élevé de transformation d'électricité en gaz, environ 75%, par contre, quand on retransforme en électricité, on retrouve le rendement des centrales, c'est pas terrible. Alors, l'avantage, par contre, c'est effectivement l'accès à un large marché. L'inconvénient du stockage d'électricité, même s'il y a d'autres sources de rémunération, c'est d'être quand même scotché aux écarts, comme ça a été évoqué, de prix entre le prix pic et le prix off-peak. Et je vais vous montrer que l'évolution des spreads pic-off-peak est défavorable au stockage alors qu'il est favorable au power to gas. Alors, si on doit refaire de l'électricité, on le refera peut-être, mais autrement. C'est-à-dire si demain on doit faire avec du power to gas, du méthane ou de l'hydrogène et l'injecter dans les réseaux, je doute qu'on refasse l'électricité dans des cycles combinés ou des turbines à gaz en cycle ouvert. Là, j'irais, ça militerait plutôt pour aller vers de la production décentralisée. Et ce tableau du DOE, ou celui issu d'un constructeur australien qui est CFCL, montre qu'on peut, à travers des technologies de production décentralisée de type fuel cell, obtenir des rendements qui sont proches de ceux des grandes installations de production d'électricité pour des puissances beaucoup plus faibles. Donc je pense que c'est un autre monde dans ce cas-là. Alors, quand même un petit peu comprendre ce qu'est le métier du producteur de gaz. En gros, c'est produire à chaque fois et uniquement pendant les périodes où le prix de l'électricité sur le marché me permet de fabriquer de l'hydrogène ou du méthane ou tout autre produit hydrocarbure dans des conditions compétitives. Et quand je dis compétitive, c'est pas d'être compétitif contre du méthane à Zeebrugge si j'injecte à Toul. C'est être compétitif contre du gaz naturel fossile au point d'injection à Toul. Et ça change un peu la donne. Le deuxième aspect qu'il faut voir, c'est qu'il y a des coproduits. Ah oui, il y a des coproduits. Bon, lorsque vous produisez 1 MWh d'hydrogène ou 1 MWh de méthane, je pris cette unité parce que c'est l'unité commerciale bien connue des énergéticiens, vous avez une coproduction de 200 kg d'oxygène, 260 kg d'oxygène. Et puis, dans le cas du méthane, vous consommez également du CO2.
ce CO2, demain, s'il y a des obligations, on peut même l'espérer avoir à prix négatif, parce que l'économie que je ferais faire sur le transport, l'enfouissement, la surveillance des stockages de CO2 sur des temps géologiques, je peux le faire payer. Voilà, donc en gros, c'est je produis à chaque fois que le prix descend en dessous d'une certaine valeur. Alors, dans cet exercice, on s'est posé la question, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire du stockage de manière historique? Alors, on a pris deux objets, alors presque des objets de trader, un stockage idéal, vous voyez, défini ici, avec un rendement de 80%, et puis une installation de power to gas parfaite, un rendement un petit peu moins, puis j'estime que je peux vendre mon oxygène à 40 € la tonne. En général, à ce prix-là, je commence à intéresser pas mal de gens, et puis, etc. Et puis j'ai regardé, historiquement, finalement, on présente trois hypothèses de prix de vente du gaz naturel sur le marché, 25, 35, 40 € mégawattheure. Quelle était la marge brute commerciale que j'aurais dégagée au cours d'une année? Qu'est-ce que je vois? Alors effectivement, il y a un équilibre sur le marché allemand, français, qui se trouve entre 25 et 30, mais globalement, le power to gas le marché offre un potentiel plus élevé. On va voir pourquoi après. Alors, si effectivement, en plus, ce gaz a le caractéristique de gaz renouvelable, donc que je peux espérer revendre au tarif de rachat du biogaz, en gros, je suis toujours plus compétitif que le stockage. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les spreads peak-off-peak se pincent en Europe. Et en France, en Allemagne, et ils ne se pincent pas parce que les prix off-peak montent, ils se pincent parce que les prix off-peak descendent. Alors là, qu'est-ce que c'est que ces courbes? En fait, on a calculé les prix moyens durant les premiers et derniers déciles, enfin, en gros, les 10% de prix les moins chers et 10% des prix les plus chers, et puis on a regardé quel était l'écart. Bon, vous voyez tout de suite, ça correspond d'ailleurs, le pincement des prix pic, à peu près au développement du photovoltaïque en Allemagne et l'explosion du photovoltaïque en Allemagne. Donc aujourd'hui, vous voyez que ce pincement, après cette bulle qui était très favorable, explique pourquoi le stockage d'électricité, quand il est scotché au spark spread, est défavorable, alors que moi, quand je fais du power to gas, je ne m'intéresse qu'au prix off-peak, qui lui reste bas. Et si je l'avais fait, et là c'est en euros courants, en euros constants, il descend. Alors bien sûr, quand on dit produire simplement pendant les périodes où je suis rentable, ça veut dire que je m'intéresse fortement aux monotones de prix d'électricité. Ça c'est le passé. Finalement c'était assez sage. Nos équipes ont simulé ce que pourraient être les monotones de prix jusqu'en 2035, avec différents scénarios de développement des ENR. On a été un peu plus conservateur sur le nucléaire, parce qu'on est quand même, c'est pas une énergie qu'on refuse. Et puis on a simulé, on a fait 200 tirs à chaque fois, donc méthode Monte-Carlo classique. Et ça, c'était le passé. Ça, c'est le futur auquel on se prépare. Alors, on a recalé notre modèle pour vérifier qu'en 2011, il marchait bien. Toutes les courbes correspondent à un tir. Il y a 200 tirs à chaque fois. Et voilà un peu ce qui peut nous arriver en 2035. Ça, c'est une année extrêmement favorable ENR. Ça, c'est une année extrêmement défavorable ENR. Alors, si vous faites des coupes horizontales, vous apercevez, et ça, vous pouvez imaginer que c'est assez difficile à expliquer à votre directeur financier, que d'une année sur une autre, votre bilan d'exploitation, enfin, votre résultat d'exploitation peut varier de 1 à 4. Alors, comment ça s'explique? De façon très simple. Bon, je crois que ça a été largement... Vous savez qu'on forme les prix par les coûts marginaux croissants des centrales. Alors, nucléaire, lignite, hard coal, gaz, centrale hyperpointe, sur lequel on vient superposer la distribution de la demande. Et on voit qu'en Allemagne, par exemple, on couvrait l'essentiel du bilan, soit sur du charbon, du hard coal, centracite, soit sur du gaz. Et de temps en temps sur de la lignite, et de temps en temps sur des centrales de pointe. Ce qui change, c'est la longueur de ces segments, bien sûr, et la capacité disponible. Mais on l'a vu, si on avait regardé, ce sont des segments qui sont relativement peu volatiles, c'est-à-dire à peu près prévisibles. Et puis les aléas, en gros, c'est les pannes, c'est quelques pourcents du temps de fonctionnement. Là, maintenant, on a un segment qui, d'ailleurs, en 2010, maintenant, on en est à plus de 50 gigawatts. On est même à 60 gigawatts en 2013. Ce segment arrive ici. Il est extrêmement volatile, ça a été démontré. C'est-à-dire qu'à certains moments, je peux couvrir le bilan par des ENR, et à d'autres moments, je n'ai plus rien. Et d'ailleurs, cette courbe est intéressante. Elle montre, alors, en abscisse, on a la puissance appelée conventionnelle hors ENR, et on voit que moins on fait appel aux puissances conventionnelles, plus de prix de marché tend vers le coût marginal des ENR, c'est 0. Et en dessous de 30 gigawatts se forment effectivement les prix négatifs. C'est-à-dire que quand vous êtes patron vous disposez d'une centrale lignite avec un minimum technique, vous acceptez de perdre un peu d'argent la nuit pour espérer capter le pic de la journée. Et quand le cycle devient perdant et que le nombre de cycles perdants devient trop important, vous fermez la centrale.
Alors, les avantages, les opportunités pour le développement du power to gas, d'abord, c'est le développement des ENR intermittentes, vous l'avez compris, qui vont créer ces séquences de surproduction à faible coût marginal. Bon, c'est le besoin de flexibilité, c'est les possibilités d'arbitrage entre les marchés. Désolé, c'est aussi des difficultés qu'il y a à poser des réseaux parce que le power to gas tire parti des infrastructures gazières existantes et relativement plus aisées à construire. Les inquiétudes, c'est éventuellement l'effondrement du prix du gaz par un effet shale gaz. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, ces installations peuvent être en général configurées et reconfigurées pour faire d'autres produits, comme du méthanol, du diméthyléther, voire du kérosène. C'est les marchés imparfaits. C'est clair que le tarif de rachat des ENR, en gros, n'encourage pas la formation des séquences de prix qu'on recherche. Par contre, c'est aussi ça, c'est important, c'est qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui vont s'intéresser à ces séquences de prix très bas sur l'électricité. Alors, ça serait plutôt la bonne nouvelle pour le marché de l'électricité, mais à condition d'être flexible, etc. Et puis, bien sûr, c'est une incertitude quand même sur le fonctionnement du marché. Alors, un peu de technologie. En gros, je ne vais pas rentrer dedans. Simplement, je vais dire, c'est que les technologies d'électrolyse qui ont été développées hier ne répondent pas aux besoins du power to gas. Parce que l'électrolyse alcaline, qui est la technologie la plus mature, a été développée pour produire en base de l'hydrogène ou de l'oxygène dans des pays où on a une production en continu d'électricité à faible coût marginal. En gros, le Canada, la Norvège. Là, comme vous l'avez compris, il faut pouvoir s'arrêter à chaque fois que l'électricité devient trop chère. Donc il me faut des installations très flexibles. Et quand je dis s'arrêter, c'est s'arrêter. Ce n'est pas naviguer entre 10% et 90%. Je ne veux pas d'installations qui vont fonctionner à 10% quand le prix du mégawattheure est à 3 000 € le mégawattheure. Parce que les mauvaises nouvelles du marché détruisent beaucoup plus vite de valeur que les bonnes nouvelles n'en créent. Alors l'avenir, c'est certainement les PEM, qui offrent cette flexibilité et qui vont arriver sur le marché. D'ailleurs, je ne sais plus, la personne de Siemens, il est parti. A des ambitions très fortes sur le sujet. Et puis, pour le futur, c'est la haute température, et en particulier lorsqu'il s'agit de faire du méthane, puisque une idée que je vais tout de suite casser, quand vous faites réagir de l'hydrogène avec du CO2 pour fabriquer du méthane ou d'autres hydrocarbures, ça ne consomme pas d'énergie, ce sont des réactions exothermiques. Première chose. Donc, vous récupérez de la chaleur. Et là, dans cette chaleur, vous pouvez la récupérer pour faire plein de choses, soit pour réduire le besoin d'électricité sur l'électrolyseur, dans le cas de l'électrolyse haute température, soit pour capter du CO2, parce que d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre à profit l'oxygène à travers de l'oxycombustion. Et lorsqu'on regarde, on peut même faire de la coélectrolyse H2CO2. Et là, l'avantage de ces technologies, c'est en plus d'être réversible. Contrairement aux PEM qui ne seront jamais réversibles, compte tenu des problèmes de chimie et de catalyse, ici, comme on a très peu de catalyseurs et que c'est du nickel, ça peut être réversible. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, bien sûr, la question qui peut se poser, c'est les CAPEX, question récurrente. Mais la grosse difficulté à laquelle nous sommes confrontés, comment se projeter dans un marché comme l'explique Siemens, qui pourrait être de 500 MW par an en Allemagne, quand on part d'une situation où le marché est production unitaire, en trop petite série, où le leader doit employer à peu près 250 personnes. Alors on peut chercher quelques éléments d'expérience dans les travaux sur les fuel cells, mais pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, il y avait une réunion à Bruxelles autour du monde du power to gas, et le représentant d'un grand électricien européen non français posait la question à un des leaders de l'électrolyse. Il lui disait: demain matin, le marché européen de l'électrolyse, c'est 1000 MW par an. Combien coûtera une installation d'électrolyse ? Réponse, 500 € par kilowatt, et je suis confortable avec ce prix. Réponse du fabricant. Et en fait, c'est intéressant parce que ces chiffres sont globalement en ligne et cohérents avec les publications du DOE ou les travaux du NREL aux États-Unis. Oui, alors ça, bon, c'était quelques exemples effectivement de technologies avec les participants. Quelques projets. Alors, en fait, là, j'en ai sélectionné quelques-uns significatifs en Europe. D'ailleurs, pour montrer que même des acteurs français, étrangers ont des projets en France, avec un particulier Audi. Là, bon, 2 projets qu'on a cités sur lesquels nous sommes particulièrement impliqués. Mais en fait, il faut savoir qu'actuellement, il y a 50 projets dans le monde de power to gas. 50 projets entre l'Europe, majoritairement en Europe, mais également en Europe et aux États-Unis. Donc voilà. Aujourd'hui, si je devais conclure, le power to gas
est une solution flexible de consommation d'électricité. Ce n'est pas un stockage d'électricité. Ça peut servir à faire de l'électricité et on s'intéresse et principalement aux séquences de prix bas. Voilà. J'espère que...